Alors dans cette deuxième partie de l'épisode de MMA Time, on va aborder l'UFC Fight Night 83 maintenant, qui a eu lieu ce week-end à Pittsburgh, dont le premier combat qu'on va traiter était Cowboy Cerrone Cowboy contre Cowboy. C'est ça Oliveira. exactement. Cerrone contre Oliveira. C'est un combat qui a eu lieu en welterweight. Mhm. On en parlera dans le détail, surtout à propos de la performance de Cerrone. On reviendra aussi sur toute la mystique qu'il y avait sur le concept Cowboy contre Cowboy. C'était assez marrant, c'était organisé par l'UFC. C'était plutôt pas mal. Le deuxième combat dont on voulait parler, c'était Bronson contre Oliveira. Ça, c'était un combat des points moyens. Une victoire assez expéditive de Bronson. Il a été assez impressionnant. On en parlera aussi. Il y avait un des petits protégés de l'UFC, quelqu'un qu'on aime bien, qui est assez spectaculaire, qui a quand même un avenir assez radieux dans l'UFC, Cody Garbrandt. c'est Cody Garbrandt. Il a combattu Augusto Mendes. Il y a également un combat dont on veut parler qui est très intéressant pour la catégorie des lightweight. C'était Bermudez contre Kawajiri. Bermudez qui a call-out après sa victoire BJ Penn. Donc ça aussi, on pourra y revenir. Il y a enfin deux combats. Kamodzi Joe Riggs, KO expéditif en faveur de Kamodzi, pardon. Et la victoire de Strickland contre Alex Garcia. Performance assez impressionnante pour Welter de Strickland. On y reviendra un peu moins longuement, mais on en parlera quand même un petit peu à la fin. Donc là, on va commencer tout de suite en parlant de Cowboy contre Cowboy. Je te laisse la parole, vas-y. Bon alors comme tout le monde le sait, Cowboy était au début supposé combattre contre Tim Means dans la catégorie supérieure. Finalement ça a été Oliveira puisque Tim Means a été contrôlé par l'USADA, l'agence américaine. Ouais. On a vu un Cowboy Cerrone, déjà combat très particulier parce que, alors comme d'habitude, personnage très sympathique, adoré Des de fans. beaucoup des fans, dans l'UFC par l'organisation et en général par les autres combattants. Cowboy Cerrone était venu supporter John Avim Webb, son teammate, C'était un prélims ou en early prélims? en prelims face à Nathan Coy, Ouais. un ancien de chez ATT. Il était en toute décontraction dans le public. Donc, Une heure et demie avant son combat, en gros, quoi. 1h30, 2h30 avant son combat. Donc il était. Voilà, c'est assez particulier à chaque fois sa manière qu'il a de se préparer, mais ça marche pour lui. Ça marche quand il n'y a pas d'enjeu, ça marche quand il n'est pas. Regarde, il y a 3 semaines, 2 semaines maintenant, on a eu le combat face à RDA pour le title shot. Un peu plus Pris que ça. par, pris par l'enjeu, bah, il a perdu. Et quand visiblement il est relaxé et que il attend rien et qu'il enchaîne, il est bon, il est présent. Techniquement, sur l'aspect du combat, au début, il était assez en difficulté. Moi, je l'ai trouvé dans les clinches. On en a parlé, on a trouvé ça curieux. Tu sentais que Oliveira lui faisait un peu du mal, le gênait, coupait beaucoup la distance. Et puis tout à coup, le combat va au sol, Ouais. takedown, et là, Cowboy te fait un triangle parfait. Et je le trouve extrêmement classe, et je tiens absolument à le souligner. Vous regarderez bien, si vous avez la possibilité, les images de ce week-end. Au moment où Oliveira se met à taper en signe de soumission dans le triangle fait par Cowboy Cerrone, il regarde l'arbitre alors qu'il est en train encore de soumettre Oliveira pour lui montrer des yeux que l'autre est en train de taper. Ouais, Il n'est absolument. pas obligé de le faire. Normalement, souvent, les combattants sont pris dans le feu de l'action. Là, justement, il voulait montrer que ça y est, c'était fini. L'arbitre réagit tout de suite après. J'ai adoré cette mentalité-là de la part de Donald. Ouais, mais dans l'ensemble, d'ailleurs, ça a été un combat très classe. Beaucoup de respect entre les deux combattants. Énormément. Ils ont On les a rigolé vus dès la pesée, dès la conférence de presse, ils se prenaient dans les bras, ils se saluaient de manière très, très chaleureuse. C'était un combat, somme toute, ouais, comme je Faire l'ai un dit. jeu de mots pourris, c'est un rodéo très rapide. Ouais, c'est ça, mais c'était un combat qui était surprenant de part et d'autre, parce qu'on a tendance à oublier que Cerrone est très performant au sol. On l'a vu dans tellement de guerres avec ses kicks exceptionnels, virevoltants et tout, qu'on oublie que c'est quelqu'un qui a un jeu au sol qui est impressionnant. Et il l'a démontré, là, il l'a soumis. Je sais pas si tu vois la vitesse à laquelle il a tapé. Il notre l'a ami tapé Oliveira. effectivement très rapidement. triangle Et était parce à peine, qu'il est si bien exécuté ça, que. à peine exécuté que, ouais, 2-3 secondes plus tard, hein, il Et était ce qui est beau, directement- vous regarderez bien, c'est qu'il ne se sert absolument pas de ses bras. Tout se joue au niveau de la taille, de la puissance dans les cuisses, de La rotation des hanches. la rotation des hanches, et les mains sont complètement libres, et il montre à l'arbitre comme ça y est, c'est fini. Donc, Non, c'était exécuté à la perfection. et vraiment, pour le coup, je vais revenir encore une fois sur l'analogie du cowboy, mais encore une fois, c'est comme quand tu es dans un rodéo en fait. Il s'est tellement bien arçonné Ouais. à son adversaire que tu pouvais le faire sans les mains et gigoter des deux mains des deux côtés. Et de Et il toute bougeait façon, pas, il ouais. le tenait, c'était un triangle Mais donc là, parfait.
l'état d'esprit dans le combat était très bon. Ensuite, dans le combat en tant que tel, il a duré 2 minutes 30, mais au début, c'est vrai qu'on avait vu un Oliveira très agressif, très puissant, qui dans le clinch semblait supérieur à Cowboy. Après, il y a eu que quelques échanges, ça n'a pas duré non plus très longtemps. 1 minute 30 dans par là, je Ouais, crois. le temps qu'ils aillent au sol à peu près, ouais, même pas, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, si le combat avait continué debout, tu vois, je le sentais pas très à l'aise, Cowboy. En tout cas, dans le début, peut-être qu'il se serait chauffé comme un diesel et qu'il aurait réussi à prendre la distance, refuser le combat court. Mais je le sentais pas, voilà. Il a réussi à exécuter son takedown sur un changement de niveau. Donc il a feinté en haut et puis il s'est jeté en double leg sur Oliveira. Ouais. Il a réussi à l'amener au sol. Une fois qu'il l'a amené au sol, le moment où il a réussi à passer la garde, c'était vraiment quand en fait Oliveira était dans une position donc défensive. Il avait ouvert sa demi-garde et c'est à ce moment-là que Cerrone a réussi à le monter. Alors pas totalement, c'était pas une full mount, mais il a réussi à le monter. Et ensuite il a réussi à exécuter ce triangle assez rapidement. Donc c'était un clinique qu'il a fait au sol. Pour autant, bon, Oliveira, c'était pas non plus l'adversaire le plus redoutable qui soit. C'est un bon petit combattant, c'est un combattant honnête, c'est un combattant très sympathique. Il est souriant, il est agréable à voir. Cette espèce de chanson sur laquelle il est entré, toute son attitude globale, son sourire et tout, c'était vraiment sympa de le voir combattre. Mais ça n'en dit pas non plus beaucoup plus sur l'état réel de forme de Cerrone. On ne sait pas ce qu'il vaut dans cette catégorie de 170. Faudrait le voir contre un adversaire un peu plus chevronné. Bon, maintenant que on sait que Nate Diaz va affronter Conor McGregor, on aurait pu le voir éventuellement en 170. Il était visiblement prêt. C'est ce qu'il disait. Son corps réclamait en tout cas le combat. Lui-même réclamait le combat à plusieurs reprises. Il avait recruté Mike Dolce pour la nutrition et être prêt à faire du weight cut. Finalement, il n'y aurait pas eu tant de weight cut que ça à faire, puisque ça restait à 170 et pas à 155 comme annoncé au début dans le combat, puisque la Conor saute de classe. Donc éventuellement, rappelons bien que en fait, Cowboy était l'un des noms qui circulait pour affronter McGregor à l'UFC 196 après la défection de Rafael Dos Anjos. Exactement. Bon, voilà pour ce combat. Je pense que la conclusion, c'est on attend de voir ce que va donner Cowboy dans cette catégorie de welterweight. Est-ce qu'il a la vocation à y rester ? Voilà, est-ce qu'il a la volonté de s'y installer réellement ? Catégorie très dense, comme on le dit souvent, on est d'accord, c'est la catégorie la plus dense, la meilleure catégorie de l'UFC. Aujourd'hui, le problème donc c'est très très difficile de s'y installer. Justement, le problème aujourd'hui de cette catégorie avec Cowboy Cerrone, c'est qu'il est assez âgé. Ouais. S'il veut grimper jusqu'à un title shot, il y a tellement déjà de prétendants qu'il va devoir, à mon avis, beaucoup combattre. Voilà, il est très actif, on est d'accord, mais il y a de sérieux adversaires à passer. T'es pas sûr de tous les passer dans cette catégorie. T'as Rory McDonald, Tyron Woodley, Demian Maia, Matt Brown. Robbie Lawler, Carlos Condit, qui est champion, Steven Thompson, Johnny Hendricks, et t'as beaucoup de prétendants déjà. Il vaut mieux rester, à mon avis, en termes d'intérêt, si jamais il veut remonter. Enfin, ce sera en plus le problème, c'est que s'il redescend dans la catégorie de RDA, ce serait le troisième potentiel combat. Si un jour il arrive à avoir un titre face à RDA, il faut réussir à le vendre et à le marketer. Ce qui est difficile, ouais. Je sais pas où se situe exactement l'avenir de Cowboy dans la division. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui va continuer d'être très actif, qui va encore prendre beaucoup de combats, et peut-être qui prendra juste. Il est un peu comme Roy Nelson, on en parlait dans le podcast de la semaine dernière, il y a 2 semaines. C'est quelqu'un qui est très aimé des fans. Il y aura toujours une fanbase qui va le suivre. Il y aura toujours des gens devant leur télé, des gens qui vont se déplacer pour aller le voir combattre. Et ces combats ont en intervention. Et ces combats sont, à l'image de ceux de Roy Nelson, des combats plaisants la plupart du temps. Justement, moi je suis pas d'accord avec toi. Les combats de Roy Nelson sont. Non, tu prends pas l'exemple du dernier ou des 2 derniers où c'était un peu plus chiant que d'habitude. On a la chance d'être souvent d'accord, toi et moi. Personnellement, Roy Nelson, pour autant que le personnage soit sympathique, à chaque fois que je regarde ses combats, je me suis toujours ennuyé. Je trouve le temps long. Le nouveau Roy Nelson, oui, le Roy Nelson des dernières années. Un peu plus, mais le Roy Nelson. 3 ans que je trouve ennuyeux, moi. Non, je suis pas d'accord, c'est un peu long. Peut-être cette dernière année et demie. Mais c'est quand même quelqu'un qui a des highlights. Il a combien de highlights fabuleux, Roy Nelson, de KO infligés. Il est aimé des fans pour ça, d'ailleurs. C'est pour cette raison uniquement. Je pense pas que ce soit pour son bide et son mulet. Aussi, peut-être. Non, si, ça joue du participe d'une certaine image de l'Amérique. Ouais, c'est ça. Une Amérique un peu profonde, un peu redneck. Ouais, mais qui est sympathique, qui est abordable. Il fait cette partie de cette catégorie avec Chuck Liddell, accessible, les anciens, la vieille école. Voilà, je remets pas en cause ses qualités. Je dis juste, moi, je trouve que Roy Nelson est ennuyeux à avoir combattu ces dernières années. Ouais. Je trouve que techniquement, je me dis pas, tiens, je vais aller voir une femme enceinte qui a un très bon puncher. Par contre, Cowboy Cerrone, c'est quelqu'un que j'aime énormément voir. Il a un jeu de jambes incroyable, il a des coups de pied. On l'a vu, puis il a un courage, il a la soumission à son arc, et puis il y a le caractère qui derrière suit, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais après voilà, c'est l'avenir de Cowboy. J'ai tendance à penser, si je devais me prononcer,
qu'il ne va pas se diriger vers les title shots, ni dans la catégorie welterweight parce qu'il a ni le niveau, ni la capacité à le faire, ni dans la catégorie des lightweights parce que désormais c'est l'une des plus denses également, le retour de Khabib, Conor qui s'y installe, Tony Ferguson qui monte, il n'y a que ça des lightweights qui sont de qualité. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il va prendre des beaux combats qu'on va lui proposer. Ouais, exactement. Donc ça c'est son avenir, c'est des super fights. C'est selon moi ça, hein. Des super fights, en tout cas des fights, voilà, tout à fait de ce qu'on a vu, ce week-end. Tête d'affiche d'une carte honnête sur FS1 ou sur Fox ou voilà quelque chose comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc maintenant on va passer à Derek Brunson contre Juan Carnero. Ouais. C'était assez efficace, donc moi je te laisse. Ouais, comme tu l'as dit, très efficace, hein, une victoire de Brunson par KO après combien de temps je l'avais noté. Assez rapide, c'était dans le premier round en tout cas. On a senti une supériorité dès le début de Brunson. Meilleur striker, plus à l'aise, il contrôlait l'octogone, il contrôlait la distance, il contrôlait les angles. Il a absolument tout contrôlé. Carnero était censé être un spécialiste du sol. Et il se fait terminer au sol. Après, il se fait terminer au sol sur une erreur il a mal jaugé la distance. Il s'est un peu trop jeté sur un crochet, une espèce d'overright qu'il a essayé de balancer. Il a complètement perdu l'équilibre. La manière de se tourner de Brunson fait que Carnero se retrouve dans le vent, dans le vide, quoi. Il l'amène au sol. Très vite, il réussit à le monter et sur un ground and pound féroce, hein, parce que je sais pas, il a mis. On avait peur d'ailleurs qu'il s'épuise à le terminer. Et, je sais pas, il a mis peut-être une quarantaine de coups pour le terminer. Mais c'est là que tu vois la différence entre des gens comme Rockhold et comme Conor McGregor et comme lui. Là, justement, ce qui m'a vraiment marqué dans ce combat-là, au moment de terminer le Ground and Pound, c'est que récemment, on a le Ground and Pound de Rockhold face à Weidman qui est féroce, redoutable et qui va être efficace parce que ça va le permettre de le stopper assez vite. Ouais. Là, il met énorme. Alors, très gros cardio, très grosse rapidité. Je pense qu'il a perdu énormément en puissance et en précision. Je pense qu'il aurait dû, pour reprendre l'expression de Conor, privilégier la précision. À la puissance. En mettre moins. Non, parce que justement, il aurait pu allier la puissance. Mais là, il se précipitait. Il faisait un enchaînement de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ça continue en fait. C'était un barrage de coups, un réel barrage de coups. Il y avait une intensité. Alors, effectivement, il a réussi. Tant mieux. L'adversaire plie à la fin. Mais t'es pas à l'abri à un moment donné d'être complètement vidé, que ton adversaire réussisse à retourner la situation au sol et fasse une tentative de soumission. Et t'as tellement donné dans l'effort physique que tu viens de faire que tu peux te... Ouais, parce qu'on était encore assez tôt dans le round et même dans le combat évidemment. Donc c'était une tactique difficile. Il a réussi à le terminer au sol, donc on peut pas dire que c'était la mauvaise. Et surtout, enfin, j'aime... Alors, c'est pas que j'aime pas, parce que c'est juste que c'est extrêmement violent les coups de coude. Ouais. Mais quand tu es dans cette situation-là, tu penses au génie de John Jones. Il n'a varié aucun coup quand il était au Ground and Pound. John Jones aurait mis les coudes. Ouais. Et les coudes sont beaucoup plus dévastateurs. Et surtout, John Jones aurait visé la totalité du buste. Et là, il a exclusivement visé le visage de son adversaire. Alors, tu tapes beaucoup dans les mains, dans les avant-bras, mais bonne victoire, grosse victoire, un peu lente, manque de variation de coups. Et après, je peux comprendre que quand t'es pris dans l'instant, t'es totalement dépassé par le fait de te dire... il a vu une ouverture, il a eu l'odeur du sang et il s'est dit il faut que je le termine. Je continue quand même de penser que c'est justement là que se joue la différence entre un bon et un très grand. John Jones aura la précision, ouais, mais il va prendre le temps. Non, c'est ce que je te dis, mais c'est justement belle victoire, bonne victoire, et c'est intéressant justement techniquement de te dire voilà, t'as quelqu'un qui là s'acharne pendant je sais pas combien de coups il en a mis, mais je pense que c'était faramineux le nombre. Ouais. Et John Jones ou Conor McGregor qui vont privilégier moins de coups, plus de précision, plus de variation. Voilà. Brunson disait lui-même qu'il était à, je crois, 2 ou 3 combats d'un title shot. Alors on va voir si... en middleweight, oublions pas que... C'est une catégorie qui est aussi assez dense malgré tout. Hein, ce week-end, il y a des gens devant lui. Facile. Et il y a des gens devant lui. Si, pour moi, à mon sens... Tout dépend évidemment aussi du retour éventuel de Romero. Hein. Ça va jouer dans la catégorie des middleweight. Exactement. Si sa suspension est réellement maintenue ou pas. On en parlera de toute façon dans la troisième partie, mais à mon sens, le vainqueur de Bisping contre Silva aura le title shot... Le prochain. C'est possible pour l'UFC 200. Et t'as aussi, n'oublions pas Victor Belfort. Weidman Rockhold. D'ailleurs, il est officiel ou pas le Weidman Rockhold pour l'UFC 199? Il est officiel. Ça y est, il est officiel. Donc, et non, il n'y a rien. Surtout que t'as aussi un Victor Belfort, Lyoto Machida qui arrive. Donc, au classement, il y a des gens devant lui. Il est 12ème, là. Il est passé 12ème avec sa victoire, Brunson. Il estime être à 2 combats, 3 maximum. J'ai envie de le voir face à un de mes préférés de cette catégorie. Alors, certes, un petit peu inconstant, mais Uriah Hall.
Pourquoi pas. Mais pour lui, ce Uriah Hall est serait, numéro 11, non? ouais, ce serait un combat, ouais, pour un Oui. adversaire de. Mais et quelqu'un qui est inactif aussi depuis très longtemps dans cette catégorie et Mais qui avait enchaîné dont j'attends beaucoup de le pouvoir. retour vraiment, c'est Tim Kennedy. Ah, Tim tu parles de. Kennedy Oui, fait ouais. en ce moment son service parce qu'il est aussi soldat réserviste dans l'armée américaine, mais attention à pas l'oublier. Ouais. Donc bon, enfin, on va passer au combat de Cody. Cody Garbrandt, Augusto Mendes, ouais. Tu commences, je commence. Je sais que t'aimes beaucoup parler de Cody Garbrandt, c'est quelqu'un que t'aimes bien. Alors je peux te justement laisser, non, en fait. Bah, en tout cas, c'est. J'aime le combattant, Ouais, le combattant. c'est ce que me tu plaît. dis souvent. J'aime le combattant, j'aime pas trop le gars. J'adore le combattant, il me plaît énormément dans son style. Je déteste ses tatouages. Je déteste son caractère. Vous l'avez pu le voir dans Tough, enfin le dernier Ultimate. La dernière saison. Ouais, avec Conor McGregor, il était dans la team d'Uriah Faber. Alors il n'était pas dans la team en tant que combattant, mais il était en tant que membre du staff. Et on a pu le voir se chauffer et le jouer un peu le nerveux avec Conor McGregor pour rien, monter très vite. Ça me plaisait pas, mais il est très efficace dans l'octogone et ça j'adore. Et on a pu le voir, le combat contre Augusto Mendes. D'ailleurs, si tu peux me laisser juste préciser, c'est un combat qui a eu lieu à un catchweight, donc à un poids qui a été décidé entre les deux combattants de 142 pounds, 142 livres. Augusto Mendes a accepté, si je dis pas de bêtises, quoi, une semaine avant le combat, quelque chose comme ça, Ouais. une semaine, 8 jours avant le combat. Donc c'est tout à son honneur. Hein. C'était vraiment pas facile. Et l'ancien adversaire de Cody est tombé malade de la fièvre dengue. Dengue ou un truc comme ça, ouais. Exactement, et il a dit je suis prêt à affronter n'importe qui, n'importe quand. Donc voilà, il a cette mentalité à la Conor que j'aime beaucoup. Il donne tout dedans, il est efficace. Il était coaché par Brandon Gibson qu'on a eu en interview. Je vous encourage à la revoir. Allez voir l'interview. Si vous avez la possibilité sur YouTube. Il est bon, il est jeune, c'est un bantamweight. Il a 24 ans, il fait partie de la team Alpha Male. Encore une fois, extrêmement chargée cette team dans cette catégorie-là. N'oublions pas qu'il y a Uriah Faber qui est dedans, qui Ouais. doit affronter normalement Ouais. Dominic Cruz. Il y a anciennement TJ Dillashaw qui était un est devenu ancien de. ennemi. T'as Benavidez qui peut faire des allers-retours, mais bon là qui n'y est plus. À suivre, jeune combattant très intéressant. Bah, c'est la performance en tant que telle. Ce qu'on peut dire, c'est que il affrontait un champion du monde de Jiu-Jitsu brésilien. Donc Augusto Mendes, on entend souvent des gens dans l'UFC ou dans le monde du MMA dire ouais, il a une ceinture noire de Jiu-Jitsu. Bon, c'est très bien. Hein, attention, on n'est pas du tout en train de dire que c'est pas quelque chose de bien. C'est exceptionnel. Mais il y a une différence entre être ceinture noire de Jiu-Jitsu, comme vous et moi, on pourrait être ceinture noire de Jiu-Jitsu, et être champion du monde de Jiu-Jitsu. C'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est même plus la crème de la crème. C'est le meilleur du monde en Jiu-Jitsu, tout simplement. Voilà. Augusto Mendes est champion du monde de Jiu-Jitsu. Donc c'est ce niveau-là On de. refait une annonce pour les gens qui ne l'ont pas compris. Augusto Mendes est champion du Voilà, monde ouais. de Jiu-Jitsu. Faut bien juger la différence. Il y a champion du monde de Jiu-Jitsu et il y a ceinture noire de Jiu-Jitsu. Donc c'est exceptionnel au sol. Cody Garbrandt, il redoutait énormément Augusto avant le combat à ce niveau-là. Et c'est logique. Clairement, il a refusé d'aller au sol. Il a refusé d'aller au sol. À un moment, on l'a vu d'ailleurs. Il s'est laissé se reculer pour qu'il se lève. Il a fait relever l'adversaire. Donc c'était une crainte qu'il avait. Ensuite, au niveau du striking, là, en revanche, il n'y avait pas photo. Garbrandt, il est supérieur, il était plus puissant, plus précis, plus athlétique. Et il était dans son style typique de finition des adversaires qu'il a eu déjà dans ses combats à l'UFC. Il les termine avec un enchaînement de droites debout. C'est ça exactement, des droites, une combinaison de 2-3 coups. Là, je crois qu'il a terminé avec un direct du droit. Enfin, le coup qui a vraiment. C'est le direct du droit qui l'emmène au sol. Qui l'a vraiment emmené au sol, qui l'a knockdown. Et, donc c'était un combat honnête. Garbrandt, il a à suivre. Maintenant, je crois qu'il a 3-0 à l'UFC. Exactement. Donc c'est un combattant qui monte dans la catégorie bantamweight. On va voir ce que ça Il est va à donner. 8-0 au total dans son record maintenant. 8-0 en pro et 3-0 à l'UFC. On va bien voir ce que ça va donner. Mais c'est un combattant vraiment, vraiment à suivre. Moi, j'aime bien le personnage. Il a une bonne boxe. Voilà, il fait partie de tous ces petits jeunes de chez Team Alpha Male avec Paige Van Zandt, anciennement TJ Dillashaw, qui assurent une nouvelle relève dans cette division-là, qui sont intéressants à suivre. On aura Jimmy Rivera aussi en interview très bientôt. En interview bientôt. Il y a du monde, il y a des jeunes, il y a aussi celui qui a re-signé Aljamain Sterling. Sterling, ouais. Donc c'est une catégorie, faut pas. Sterling qui a re-signé, qui était agent libre et qui a re-signé très récemment là, avec l'UFC, je crois la semaine dernière, et qui est l'un des espoirs de la catégorie. Beaucoup disent qu'il est promis à devenir champion du monde d'une manière ou d'une autre. Il sera champion du monde dans les années à venir à l'UFC. Donc c'est une catégorie qui est très très intéressante. Ouais. C'est simple, regarde. La catégorie des poids coqs. On l'a devant nous, il y a Renan Barao qui est encore intéressant, t'as Uriah Faber mais il se dit qu'il va passer en poids plume.
Barao, qui va passer en 145. Il aura intérêt, hein, vu les raclés qu'il a pris. Bah justement, apparemment, il arrive plus à faire Mais regarde, à faire le poids. de ceux qui me plaisent moi, dans cette catégorie, t'as Jimmy Rivera, t'as Thomas Almeida qui est un jeune exceptionnel, t'as Très, Michael très fort. McDonald, l'ancienne promesse qui continue à être là, t'as Aljamain Sterling dont Voilà, on parlait, la petite pépite. Uriah Faber, on attendra le combat, TJ Dillashaw et Dominic Cruz. Ouais. Très très belle catégorie. Elle aussi, elle commence à être comme les welterweight à mon sens bien full. Exactement, ouais. Bah, le combat pour le titre, alors d'après Marc Raimondi qu'on a eu en interview, on va poster l'interview dans les jours qui viennent si tout va bien. Il estimait que le prochain combat pour le titre dans cette catégorie serait entre Dominic Cruz et Uriah Faber. Sauf surprise. Sauf surprise, Juste ouais. pour petite précision, Marc Raimondi, les journalistes à MMAfighting.com, qui est un site américain assez connu. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est solide sur les analyses. Ouais, il a ses sources, il a ses... ouais. Pas de... Pardon, excusez-moi. Pas d'annonce officielle. Non, c'était son C'est intuition. un sentiment, voilà. Pas de... Mais ce serait le plus logique, parce que Uriah Faber, il lui reste pas beaucoup devant lui dans cette catégorie. C'est un combat qui est vendeur, parce qu'il y a une haine féroce entre lui et Dominic Cruz, ce serait le troisième combat. Je suis totalement pour, c'est juste que TJ Dillashaw est en train de faire Dillashaw campagne mériterait son pour, rematch aussi, mais peut-être laisser un peu de temps, laisser le temps à Dominic Cruz de voir autre chose. Moi j'adorerais le voir face à Sterling, TJ Dillashaw, puisque justement il vient de re-signer. Il est bien classé Sterling. Ce serait un combat, si Dillashaw l'emporte, qui le replacerait naturellement en contender pour un title shot. Ouais. Il serait l'évidence même pour affronter Dominic Cruz à nouveau. On parlerait plus d'Uriah Faber. Et au contraire, si Sterling gagne, il devient aussi quelqu'un de naturellement. Bien sûr, ouais. Donc voilà, on va passer maintenant à Denis Bermudez contre Tatsuya Kawajiri. Bermudez Kawajiri, absolument, ouais, dans la catégorie des Featherweight. lightweight. Non, moi j'ai Lightweight lightweight, je crois. Ouais. Pardon, alors. Attends, je vais c'est vérifier, maintenant. mais poids léger, moi j'ai noté. Alors, Denis Bermudez, il a 29 ans et Ah non, t'avais Kawajiri raison, c'était featherweight, pardon. Ouais, c'était featherweight. Ouais, poids plume. Donc Kawajiri a 37 ans. J'ai détesté le combat. J'ai détesté le combat juste et simplement pour le game plan de Kawajiri, qui à mon sens a fait je pense que le bon sens te dirait de ne pas faire ça. Pendant 3 rounds, soit il était un coup amené par Bermudez, soit il tentait d'amener Bermudez au sol, sans travailler. Quasiment aucun coup porté, pas de tentative de soumission. C'était une histoire de contrôle, de position dominante, de contrôle de poignet, de contrôle de travail au sol. Alors, il a une qualité exceptionnelle, c'est que c'est une sangsue. Il était capable de s'accrocher comme un Parce qu'il est mort de très faim massif pour la catégorie. à Denis Bermudez. Je me demande, il était à combien au moment du combat? Je sais pas. Mais il a fallu attendre le deuxième round, j'ai noté, pour que Bermudez touche enfin Kawajiri et l'emmène au sol et qu'il soit pris à son propre piège, alors que les entraîneurs de Denis Bermudez disaient reste debout, arrête de l'emmener au sol. C'était même pas un combat vraiment technique à mon sens. Ça a été un combat de neutralisation de la part de Kawajiri qui voulait pas voilà, je sais pas, prendre de coups, qui a pas essayé d'en mettre, et surtout exactement encore une fois comme Derek Brunson, à un moment donné t'as un enchaînement de Bermudez qui est absolument hallucinant. Je crois que c'est fin du deuxième round, début du troisième round, Ouais. de coups de coude sur les tempes. Ah ouais, je vois Et il en exactement. met plein. Bien sûr, ouais. J'ai absolument pas compris comment Kawajiri a pu être encore vivant dans le combat. Donc les mérites, c'est que gros mental, grosse résistance physique, et il s'est accroché dans le combat, mais bon, pas très fou à voir, quoi. C'était ça, c'était un combat de grinder, c'était un combat de gens qui allaient au charbon, qui allaient au mastic, mais il y avait pas du tout de... C'était pas du tout spectaculaire, c'est les combats que Dana White déteste. Si tu regardes bien, à chaque fois dans les saisons d'Ultimate Fighter, Dana White critique ce type de combattants qui sont pas très spectaculaires. Ça, j'avoue, je suis corporate à 100% avec lui. En fait, j'adore, et j'ai pu voir avec toi, je sais que toi t'aimes beaucoup ça, des combats de Jiu-Jitsu. Pour bien que les gens comprennent, je me suis éclaté dans le combat d'Emian Maia contre Gunnar Nelson. C'était magnifique. Si vous amenez un combat au sol pour travailler, pour essayer de retourner, pour tenter des soumissions, de voir des défenses de soumission comme l'a fait Gunnar Nelson, c'est exceptionnel, ça vaut tout l'or du monde, ça vaut un combat debout d'Anthony Pettis, de striker monstrueux. de striker. Si juste t'es comme Kawajiri dans la tentative de neutralisation au sol,
Là, moi, ça me fatigue. C'est un peu comme Kamaru Usman, qui était un ancien de l'Ultimate Fighter il y a 2 saisons, dans la saison entre ATT. ATT et Black Zillions, qui a remporté. Pareil, il est bon, il a des bons coups, mais quand ils amènent au sol, ils t'étouffent, ils veulent t'épuiser l'adversaire. Je peux comprendre que ce soit une stratégie, je comprends que ce soit viable comme game plan. Je trouve ça fondamentalement ennuyeux. Et deuxième chose très marrante que j'ai notée, c'est que tu prennes le combat de Derek Bronson qui enchaîne 40 coups. Tu prends Denis Bermudez dans l'épisode où il envoie toutes les droites et les coups de coude sur Ouais. Kawajiri. Et la manière dont Chris Camozzi a terminé par, je crois, j'ai noté 6 coups de genou avant de mettre KO Joe Riggs, on y reviendra tout à l'heure. C'était à la soirée track and field, comme toi quand tu étais à Street Fighter à l'époque face Faut à moi. imaginer si on est à. Sweb, sa spécialité à l'époque quand on jouait à, L'a pas appuyé à fond, l'a pas appuyé à à bien Street appuyé. Fighter, c'était simple, il me faisait une seule et même technique, carré, 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 carré pendant tout le truc, il me déchirait ma barre de vie et le combat Après, le était combat- terminé le parce combat qu'il était avait fini. trouvé la seule et bonne technique qui avait fini. Et en fait, c'était ça, cette UFC C'était ça. Ouais. globalement en Fight Night. Ils ont enchaîné Ils ont les. trouvé et ils ont eu le cardio nécessaire pour enchaîner les coups. Que ce soit Derek Bronson, Chris Camozzi et tout, ils ont tous, à un moment donné, ils sont rentrés dans la même Dans la attaque. même optique, ouais. Mais sur ce combat-là, toi, tu parles beaucoup de Kawajiri. J'ai envie de parler surtout de Bermudez, parce que si Bermudez avait voulu être plus offensif, le combat aurait sans doute été totalement différent. Le truc qui s'est passé, c'est que Bermudez, il a expliqué, d'ailleurs c'est à la fin au micro de John Anik, il a expliqué qu'il voulait être moins agressif que pour ses 2 derniers combats, qu'il a perdu. Les combats qu'il a perdus contre Ricardo Lamas et contre Jeremy Stevens. Pour la bonne et simple raison que c'était 3 défaites de rang à l'UFC, ça peut te coûter ta place dans le roster. Donc lui, il s'est dit, là, si je perds encore une 3e fois, de suite, je vais me faire virer de l'UFC. C'était ça, Justement. il est arrivé avec cette peur au ventre. Mais pendant moi, dans Bermudez, le j'ai combat. aucun reproche à lui faire dans le combat. Le reproche que j'ai à faire, c'est à Kawajiri. Parce que quand Kawajiri se met souvent en position dominante ou arrive à bloquer Bermudez dos à la cage, Ouais. il ne profite pas de la situation. Il ne tente aucune attaque. Et ils l'ont dit, d'ailleurs, ils l'ont souligné à l'UFC, les commentateurs dans les stats. Dans le premier round, je crois qu'il a quasiment porté aucun coup, Kawajiri. Donc, moi, je reproche pas Bermudez. Je peux comprendre que quand tu es en fin de contrat, tu es peur pour ta place, tu veuilles sortir avec une victoire et que tu aies les enjeux futurs en tête. Ça, c'est normal, c'est humain. Ce que je ne comprends pas, c'est quand tu es Kawajiri, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas d'être plus actif et de travailler, emmène ton adversaire au sol, d'accord. Il Mais estimait, c'était en il position estimait qu'il ne dominante. pouvait pas échanger avec Bermudez debout. Et je pense qu'il avait Mais pas qu'est-ce qui tort. l'empêchait de travailler au sol? Peut-être l'incapacité de le faire, je sais pas, je connais pas son niveau réel de Kawajiri. C'est un combattant que je connais pas beaucoup. Pour ce qui est de Bermudez, il a estimé que c'était le risque qu'il a pris dans les 2 combats précédents qui l'a fait perdre. Donc il voulait plus prendre ce risque, plus prendre de risque du tout. Assurer un combat, assurer une victoire, c'est ce qu'il a réussi à faire. Hein. C'était une décision, il a gagné 29-28 à l'unanimité des 3 juges. Malheureusement, c'était pas très spectaculaire pour nous spectateurs d'un point de vue extérieur, mais je comprends tout à fait cette posture. C'est dommage, mais compréhensible. Bon, on va passer à Chris Camozzi contre Joe Riggs. Chris Camozzi, Joe Riggs, absolument, ouais. Magnifique combat, Ouais. rapide, Performance, exceptionnelle. efficace. De toute façon, les combats dont on vous parle depuis tout à l'heure ont pas duré longtemps à part le Bermudez Kawajiri effectivement, mais ils ont tous été efficaces. Premier round, Camozzi touche Riggs, l'attrapant en clinch. Il multiplie les coups de genoux. Voilà, il y en a 6, je les ai comptés jusqu'à la fin. Et Sur ce combat, Riggs, il a qui- duré 26 secondes. Donc, Camozzi, c'est quelqu'un qui. Il vient. C'est un vieux routier de la catégorie des middleweight. Pas si vieux, 29 ans. Hein. Mais il a beaucoup de combats derrière. On a l'impression que ça fait 15 ans qu'il est dans la ligue. Et il estimait. Pardon, il expliquait qu'il avait pris Loren Lando. Alors, c'est un coach de strength et conditioning. Donc, on pourrait traduire ça comment? C'est un coach Préparateur physique, physique. préparateur physique. Et il dit que ça s'est ressenti immédiatement, qu'il a jamais été aussi bien de sa vie, qu'il est à son pic de forme. Il a 29 ans, donc c'est la force de l'âge. Et donc c'est Loren Lando, et ça s'est vu. Après 26 secondes, c'était un combat très rapide, hein. Mais c'est vrai que ça s'est vu. Il dégagé une certaine puissance, il dégagé une férocité. Et il a même brisé l'avant-bras de son adversaire. Hein. Alors je sais pas, les gens ils reverront le combat. Mais en fait, il a attrapé au clinch. Après avoir secoué Joe Riggs avec un crochet. Joe Riggs était un petit peu dans les vapes. Et là, il l'a attrapé à ce moment-là au clinch. Et puis là, on commençait à enchaîner les coups de genoux. Donc il en a enchaîné 6, toi tu dis. Et Joe Riggs réussissait à se protéger comme ça, avec ses avant-bras. Mais sauf qu'au moment de se protéger, la violence des coups de genoux de Camozzi a fait péter l'avant-bras gauche ou droit, je sais plus, de Joe Riggs. Donc c'est comme ça en fait qu'il a gagné. C'était un KO technique. Et il lui a brisé l'avant-bras. À force de le matraquer avec des coups de genoux. Donc ouais, il dégageait une très très grosse puissance.
Bon, c'est un combattant qui n'a pas non plus un avenir spectaculaire dans la catégorie, hein, on va pas se mentir. Mais Kamodi, c'est un bon petit combattant de la catégorie. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et ça faisait plaisir de le voir performer comme ça à 29 ans. C'est un combattant solide, un combattant honnête. On va voir ce que lui réserve l'avenir. Mais c'était plutôt pas mal. D'accord, bah écoute, on va passer au dernier Ouais, combat. dernier combat, ouais. Strickland contre Alex Garcia, c'était 2 prospects, de nouveau, en welterweight. Il y avait un avantage de taille pour Strickland qui a 24 ans, qui a été un beau combattant, qui a gagné. Dans le premier round, il a pris son temps, il a contrôlé un petit peu. Et puis, dans le troisième round, à force de travailler en boxe, il a réussi à mettre KO Alex Garcia. Moi, j'ai envie de le revoir. C'était pas spectaculaire, mais il m'a donné envie, voilà, de m'intéresser à lui, de voir les prochains. Je suis très d'accord, ouais. De voir les prochains combats. J'ai beaucoup aimé moi sa performance. Pareil, il est jeune, donc 24 ans, ça lui laisse du temps, même si la catégorie est chargée. Mais voilà, il y a Mais Mickey si je Gall dis pas de qu'on a. bêtises, il est Il y a dans une Mickey autre Gall qu'on catégorie a. auparavant. Je crois pas qu'il ait toujours été en welterweight. Je vais te dire Je ça. suis pas sûr, mais regarde. Je crois qu'il était aussi en middle à un moment. En jeune, il y a. Ouais, ça fait. C'est son 3e combat en welterweight. Auparavant, il était en middle. Pendant tout le reste de sa carrière professionnelle, il était en middleweight. Mais il fait partie de ces jeunes, tu vois, intéressants. Il y a Mickey Gall qu'on a interviewé. Il y a du monde. Enfin, il y a une petite relève aussi. Ça va monter Bien sûr, tranquillement. bien sûr. C'est un sport qui se développe encore énormément. Hein. J'ai beaucoup apprécié. Il y avait rien de spectaculaire. Mais gardez-le sur le radar. Je pense que ça peut être intéressant à l'avenir. Il va prendre. Pour situer un peu le combat, c'était un combat qui était entre 2 adversaires qui étaient à 3 et 1 de record de palmarès avant le combat. Donc c'était un combat fondamental dans la carrière des deux. C'est un combat qui allait soit les propulser, soit vraiment les maintenir dans le rang de petits combattants honnêtes sans plus, comme il y en a dans D'ailleurs, tout le Alex roster de Garcia l'UFC. était, je sais pas si t'as vu, coaché par Firas Zahabi. Ouais. En ce moment, il a pas beaucoup de chance parce que beaucoup de ses combattants, malheureusement, il est, perdent. ouais. Quand Aubin Mercier avait perdu, enfin, je les ai pas tous en tête, mais là, je sais que toi et moi, on l'a vu à chaque fois, beaucoup. Même la surtout les semaine dernière dernières aussi, il y a un autre combattant qui a perdu. énormément, et il en a pas mal en ce moment qui perdent des combats. Ouais. Enfin, Ça veut rien dire, parce ça que n'enlève rien à sa c'est un qualité, des ça meilleurs reste coachs du business, mais- un des meilleurs du business, mais c'était juste, voilà, c'est une petite. Mais c'est vrai qu'il s'entraîne à Montréal avec Firas. Et donc voilà, c'est 2 combattants qui étaient à 3 et 1 de palmarès. Donc très très importante dans la carrière des deux. Et Strickland, c'est ce que j'ai aimé moi dans son combat, c'est comme tu l'as dit, c'était pas très spectaculaire, mais c'était construit, c'était intelligent, c'était tactique. pris son temps, une De vraie bout en boxe. bout, voilà, de bout en bout, il a mené son combat de manière, ouais, c'était chirurgical, c'était clinique, jusqu'à terminer. Il a une bonne défense au sol dans le premier round. Parfaite. Jusqu'à terminer Alex Garcia, parce qu'il a quand même fini le combat, donc ça c'est bien. Et Alex Garcia, c'est qui? C'est quelqu'un de très explosif, on le connaît, hein, d'ailleurs physiquement, il faut le voir, c'est une bête. Hein. Il est très explosif, très puissant, donc si tu réussis à le maintenir un peu sous contrôle pendant le premier round, son cardio va finir par se dissiper. Et c'est ce qui s'est produit. Le premier round, il a réussi à maintenir un peu contrôler la distance avec son jab, avec sa boxe Strickland. Et ensuite, petit à petit, il a pris le dessus, il a construit son combat, il l'a amené là où il voulait et il a fini par le mettre KO. Bah écoutez, voilà pour en tout cas cette UFC Fight Night 83. On va juste revenir sur la note qu'on donne. La dernière fois, on avait donné pour l'UFC Hendricks contre Thompson 6 sur 10. Rétrospectivement, je trouve ça un petit peu sévère. Mais on va laisser la note puisqu'on l'avait donné finalement. Pour voir l'ensemble de la carte, attention, pour le Hendricks Thompson. il était Non, mais tellement quand spectaculaire le Hendricks Quand tu avais le Thompson KO que- de Noah Lat qui était pas mal, McPile qui avait fait un combat honnête. Après, c'est vrai qu'on s'était un peu ennuyé sur le reste. Mais donc là, je me dis aujourd'hui, en voyant des combats rapides et efficaces, vu la performance de Thompson, je vais pas au-dessus de 5,5 sur 10 pour l'UFC Fight Night 83 qu'on vient de vous commenter à Pittsburgh. donc en gros, si on le compare au dernier, Moi, je mettrais 5. Si la note 6 est notre note de référence, puisque c'est la première fois qu'on commence le système de notation, j'irais sur un 5,5. Parce que mettre Ouais, je une suis meilleure note d'accord, à celui-là, ouais, alors je suis qu'il y a eu d'accord. la performance de Thompson qui est exceptionnelle face à Hendricks, je suis d'accord. blah. Il n'y avait rien de transcendant par rapport à. Des bons combats, efficaces, rapides, plaisants à voir, mais on s'est pas levé de notre siège en hurlant. Ouais, 5,5, 6. Même sur on aurait quasiment pu mettre 6 aussi, mais c'est vrai qu'il était un peu moins bien que l'autre. Donc, ouais, 5,5, je suis d'accord.